Bonjour et bienvenue pour cette 10e édition de la Semaine de l'entrepreneuriat à Genève. On démarre ce matin tout de suite avec notre premier invité, Amidoul, auteur du blog Les Super Entrepreneurs, et la question « Comment convaincre un investisseur ou le directeur financier de votre entreprise ?» Amidoul, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Connie. Alors, comment convaincre? Comment convaincre un investisseur, qu'il soit un investisseur externe dans le cadre d'une start-up ou un investisseur interne dans le cadre d'une organisation existante? Quelque part, on peut diviser cette question en deux parties. Comment convaincre d'une manière générale, et comment convaincre cette personne-là particulier, très spécifique, qu'est un investisseur. Et c'est ce que nous allons voir dans cette présentation. Avant ça, je vais me présenter. Donc, bonjour, je m'appelle Amidoul Huc. Encore merci Connie pour cette opportunité de faire cette présentation dans le cadre de la Semaine de l'entrepreneuriat à Genève. Et je suis effectivement l'auteur du blog lessuperentrepreneurs.com. Alors, blog sur lequel je partage des conseils et des ressources pour les entrepreneurs, que ce soit en start-up ou dans une organisation existante. Par exemple, vous trouverez sur mon blog le défi de résumer les 16 livres essentiels pour les entrepreneurs et d'en faire un résumé toutes les 3 semaines sur mon blog, challenge que j'ai pour l'instant partiellement atteint. Vous trouverez également des outils que j'utilise régulièrement, des interviews d'entrepreneurs et également d'experts en innovation. Vous trouverez également un guide gratuit que je vous invite à télécharger, justement, qui donne une solution aux problèmes que rencontrent les entrepreneurs qui démarrent. Revenons à notre question, comment convaincre? Alors, quand je dois faire une présentation pour convaincre, la première question que je me pose, c'est à qui est-ce que je parle? Qu'est-ce qui l'intéresse? Et c'est la première question que je me pose bien avant d'ouvrir mon logiciel PowerPoint. Et c'est la question que vous devriez vous poser dans cette situation. On pourrait croire, vu le type de personne, que la solution est vite trouvée, l'argent. Mais on va voir que la réponse est un peu plus complexe. Et moi, s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation, c'est le mot traction, qu'on va justement étudier sous toutes les coutures dans cette présentation. Mais avant ça, je dois faire une petite parenthèse, parce que si on parle de projets innovants, de projets de start-up, de projets à de projets à fort potentiel de croissance, on ne peut pas ne pas parler de Lean Startup. Et justement, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'approche Lean Startup? Alors normalement, voilà, il y a un lien qui est apparu en dessous du chat. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, à répondre à cette question. Connaissez-vous l'approche Lean Startup? Vous avez 3 possibilités qui devraient apparaître, normalement, quand vous cliquez sur le bouton qui est en dessous du chat. Non, je ne connais pas Lean Startup. Oui, je connais Lean Startup. Et oui, je connais Lean Startup et je l'applique dans mes projets. Attendre un petit peu pour que vous ayez le temps de répondre à la question, pardon. OK. Je ne sais pas combien de temps on attend. Ça devrait... On attend encore? Ou sinon, vous me dites, et puis, est-ce qu'on affiche les réponses à l'écran? On va peut-être regarder les réponses ensemble. Je peux les voir sur l'iPad. Est-ce qu'il faut que je vote? Il faut que je vote, c'est ça? OK, bah moi je vais répondre, je vais dire oui, je l'applique dans mes projets, puis on va voir ce que ça donne.
Tu me dis, Connie, sinon j'enchaîne. Ah, voilà, super, excellent. Donc, bon, vous voyez normalement les résultats suite à votre sondage, je vais les dire parce que... Ou je vais vous forcer à voter, comme ça vous allez devoir voir les résultats, j'en sais rien. Mais bon, je vais lire les résultats. Donc, 50% des gens qui sont connectés ne connaissent pas l'approche Lean Startup. Un tiers la connaissent et 16% l'appliquent dans leur projet. Ok, donc la moitié l'appliquent dans leur projet, la moitié la connaissent et une petite partie l'appliquent dans le cadre de leur projet. Très bien. En tout cas, moi, je vous connais mieux maintenant. Ok, alors, pour les 50% qui ne connaissent pas l'approche Lean Startup, qu'est-ce que c'est? Lean Startup, c'est une approche qui nous vient de la Silicon Valley, qui a été créée par le monsieur que vous voyez dans votre écran, qui s'appelle Eric Ries. Il a créé cette approche, cette méthode, ce mouvement dans les années 2008, donc hier, et du constat qu'il y avait beaucoup d'échecs dans le monde des startups. Beaucoup de pertes d'énergie, d'argent, d'investissement. Il s'est dit, bah, tiens, lui-même étant entrepreneur, serial entrepreneur, il s'est dit, bah, il y a quelque chose à faire. De là, il a développé cette approche, Lean Startup, qui est aujourd'hui largement utilisée en dehors des startups de la Silicon Valley, mais également utilisée dans les entreprises existantes. Je le sais parce que je l'applique dans l'entreprise pour laquelle je travaille. Je suis également en contact avec des innovateurs d'autres entreprises locales et internationales, et cette approche crée de plus en plus d'intérêt et comme les 16% de sondage l'appliquent. Si on devait simplifier un maximum l'approche Lean Startup, on pourrait dire que le principe de base, c'est d'aller le plus vite possible au contact de son marché. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée, et de cette idée, on va aller le plus vite possible à son marché avec un produit minimum. On va récolter des insights, des informations, des signaux faibles de son marché. On va adapter ce produit et on va refaire cette boucle, cette itération, jusqu'à avoir un produit que les gens veulent vraiment. Donc voilà, c'est une approche quasi scientifique de l'entrepreneuriat. Attention à ne pas confondre avec la gestion de projet agile. Donc l'objectif, ce n'est pas de construire un produit d'une manière itérative, mais d'avoir vraiment des produits consécutifs pour tester sur le marché d'une manière itérative des hypothèses. Parce qu'évidemment, ça ne se passe pas comme ça, mais ça se passe plutôt comme ça dans la réalité. Et à gauche de votre écran, c'est l'histoire de Bob. Alors Bob, il a une idée, mais avant de montrer son produit au monde, il aimerait que ce soit quelque chose de présentable. Donc il va aller dans son garage, il va passer 2 mois, 1 année, voire 2 peut-être, de travailler sur son produit. Et finalement, il va se rendre compte qu'il manque d'argent, qu'il manque d'investissement, et puis il va aller voir un investisseur avec un executive summary qui va bien, avec un business plan et un forecast, un Excel, avec un nombre et les chiffres qui vont bien. Éventuellement, il arrive à attraper un investisseur, il retourne dans son garage, il travaille 2 mois, il travaille voire 1 année, encore 2, et finalement, éventuellement, il met son produit sur le marché. Et là, il se passe quelque chose. C'est que son marché n'atteint pas les objectifs financiers qu'il avait mis dans ses projections. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il refait son forecast, il change un peu les chiffres, il agrandit un peu pour avoir un peu plus d'argent, puis il va revoir son investisseur et dit « ouais, ça va marcher ». Et cette fois, non, ça passe pas, c'est la fin de l'histoire de Bob. À droite, c'est l'histoire de Marie. Marie, elle connaît l'approche Lean Startup, donc elle a une idée, mais elle va aller le plus vite possible sur le terrain, avec une certaine méthodologie, que d'ailleurs, vous pouvez trouver dans le guide que je partage sur mon guide. Et elle va faire une itération, puis 2, puis 3, puis arriver sur un produit qui attire les gens, qui vend, qui crée et acquérir des clients. Donc là, elle se rend compte que pour développer son produit, pour être en avant par rapport à la concurrence, elle a besoin d'un investisseur. Donc elle va voir, elle aussi, un investisseur pour avoir un peu plus d'argent, un peu plus de cash flow pour pouvoir avancer sur son produit. C'est là que les choses se compliquent pour Marie, en fait, parce qu'on ne fonctionne pas de la même manière dans le premier stage que dans le stage dans lequel elle se trouve maintenant. Elle se noie dans les données et elle a de la peine, en fait, à naviguer dans cette approche entrepreneuriale qui est innovante.
Il y a de la peine aussi également, du coup, à savoir quand est-ce qu'il faut persévérer, quand est-ce qu'il faut arrêter sur une idée puis revenir sur autre chose, ou quand est-ce qu'il faut pivoter. Et c'est une situation que rencontrent beaucoup d'entrepreneurs, et c'est une situation dans laquelle où j'ai failli me planter aussi. En l'occurrence, ça a été la fin de l'histoire de Marie. Ok, alors, jusque-là, on a développé la question, hein, on a développé le problème. On a vu qu'il y avait des nouvelles approches entrepreneuriales qui existent depuis hier, et par contre, elles demandent des nouvelles compétences pour pouvoir les gérer, et en plus de pouvoir l'expliquer à un investisseur, que ce soit un investisseur interne ou un investisseur externe. C'est la même histoire. On a besoin de savoir précisément quand est-ce qu'il faut pivoter, quand est-ce qu'il faut s'arrêter et repartir sur autre chose, et quand est-ce qu'il faut persévérer dans la ligne dans laquelle on est. Ok, alors, dans la suite de cette présentation, je vais vous donner une solution à cette question que je viens d'exposer en 3 étapes. La première, on va définir un objectif à la Marie, pas à la Bob. Ensuite, on va voir un modèle, un dashboard d'innovation qui va vous permettre de suivre votre projet et de pouvoir l'expliquer à votre investisseur, mais surtout également de pouvoir vous-même conduire votre startup d'une manière quasi hebdomadaire. Vous pourrez prendre le pouls de votre startup et prendre des micro-décisions toutes les semaines. Ok, alors, je ne vais pas me lancer dans la définition du mot traction, ni dans la définition du mot business model. Ce que je vais faire, c'est une analogie, l'analogie de l'usine à clients. Alors, au centre, il y a une boîte noire. Une boîte noire, c'est notre business model, c'est notre système qui comprend votre produit. Elle prend en entrée, comme matière brute, des visiteurs, et elle en sort des clients heureux. Okay, ça, c'est l'usine à clients. Revenons maintenant au sujet de l'objectif. Alors, on va dire, l'approche standard, c'est on va viser un marché suffisamment grand, on va prendre un petit pourcentage de ce marché qui représente quand même un nombre suffisamment intéressant avec des zéros suffisamment intéressants, et puis on va construire le business model autour de cette situation. Ça, c'est l'approche top-down. Okay, c'est l'approche de Bob, l'approche qu'on voit dans plusieurs business plans. L'approche de Marie, c'est une approche bottom-up. L'approche bottom-up, il faut partir de vous, de votre objectif. Évidemment, j'inclus vos parties prenantes, externes, internes, etc. Donc, quel est votre critère succès? Quel est votre critère minimum de succès pour votre système, pour votre business model? Alors pour Marie, c'était de générer 1 million de francs d'ici, 1 million de francs par an d'ici 3 ans. C'est son objectif. Alors à ce stade-là, on n'a pas besoin d'avoir une précision à la virgule près, il faut juste avoir une ordre de grandeur, 1 million, 10 000, 250 000, 100 000, 100 millions, voilà, c'est juste une ordre de grandeur. Parce que cet objectif va pouvoir, s'il le faut, évoluer par la suite. Ensuite, il faut définir un pricing. Alors là, il faut être un peu plus fin, il faut aller voir la concurrence, qu'est-ce qui se fait sur le marché, quelles sont les alternatives en face du client directes par rapport à votre produit. Donc ça peut être des alternatives directes de produits similaires, mais ça veut dire que ça peut être complètement autre chose. Donc au lieu d'utiliser aujourd'hui, je sais pas moi, une application pour faire telle chose, ils préfèrent se déplacer ou autre. Donc ça peut être complètement hors de votre champ d'application. Du coup, là, on arrive à quelque chose d'intéressant. Donc on part d'un objectif qui est flou, donc 1 million par an d'ici 3 ans, un objectif qui est un peu plus concret. Okay, donc là, on arrive pour atteindre notre objectif avec ce pricing, il nous faut 1600 clients actifs dans notre système, à tout moment, pour pouvoir gérer ce revenu par année. Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce stade-là,
à interagir avec le chat sur le système. Là. Je me log. Et puis j'ai une question pour vous. Alors, vous pouvez perdre 1 heure ce matin. Donc vous pouvez m'écouter et puis repartir et puis rien faire, ok? Comme toute la semaine d'entrepreneuriat, hein. Ça peut ne vous servir à rien si vous ne passez pas à l'action, ok? Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que vous tapez votre objectif dans le chat. Ça peut être un objectif financier, mais ça peut être un objectif idéologique, vers un monde sans pauvreté. Mais quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez atteindre d'ici 3 ans? À combien de personnes voulez-vous offrir l'éducation dans un pays, que ce soit au Kenya ou dans un autre pays dans le monde? Et ça peut être évidemment également un objectif climatique. Alors moi, j'aimerais que vous répondiez à cette question dans le chat, s'il vous plaît. Ok, 200 000, c'était financier, j'imagine. Géraldine? Allez, il y a environ 30 personnes dans le chat, là, actuellement. J'ai au moins 3 réponses. Et je continue. Ah, il faut que je me log à chaque fois. Ok, donc 200 000 pour Géraldine, donc c'est l'objectif d'ici 3 ans par rapport à sa startup. Ensuite, il y a Ripple qui met 300 000 € d'ici 3 ans, par an. Ok, maintenant il y a Connie qui met renforcer l'esprit entrepreneurial chez nos étudiants. Alors je dis, il faut que ce soit mesurable, Connie. Combien d'étudiants tu veux toucher? Mais encore une fois, il ne faut pas que tu parles de nombre d'étudiants qu'il y a à l'Université de Genève ou dans le monde. Il faut que tu parles par rapport à ton objectif personnel. Combien de personnes tu veux toucher? Educate. Ah, tiens. Educate 100,000 people? OK. Aider les gens à mieux se nourrir. Encore une fois, il faut que ce soit précis. Parce que votre objectif va prendre de la valeur uniquement s'il est précis. Vous ne pourrez pas faire la suite de ce que je vais partager avec vous si vous n'avez pas un objectif précis. 100 users heureux de ma solution. C'est bien. Aider les gens à être éco-responsables. Encore une fois, il faut que l'objectif soit précis. C'est quoi ton objectif, Ripple? Aider les gens. Combien de gens? Parce que là, on parle d'éléments mesurables, ok? Et dans cette catégorie-là, c'est combien de gens, à quel niveau? Éco-responsable, c'est comment tu le mesures aussi. Ça veut dire quoi pour toi? C'est un peu ces éléments-là. Donc voilà, on a eu plus que 3 réponses. Merci beaucoup pour cette interaction. Déjà, c'est pas facile de faire une présentation dans une salle vide, donc je vous remercie beaucoup. On va donc continuer. Alors, moi, je vais rester dans un exemple d'objectif financier. Okay, donc, il y en a eu quelques-uns. On va rester là-dessus. C'est là-dessus que j'ai calqué ma présentation. Mais évidemment, ça s'applique autant sur une ONG, sur une association ou tout type d'entité. 1600, ce n'est pas le nombre d'utilisateurs que vous allez devoir générer chaque année. Okay, un élément qui est important, une notion qui est importante à connaître à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle le lifetime value, ou en français, ma traduction, valeur du client. Okay, donc, quelle est la valeur du client une fois qu'on a acquis un client? Quelle est sa valeur dans le temps, dans votre produit? Combien est-ce qu'il va générer d'argent ou de valeur? On va parler d'argent, ça va être plus simple à parler. Combien est-ce qu'il va générer d'argent dans votre système? Okay, donc là, on avait un pricing de 50 francs par mois, 50 francs par mois, et Marie, elle a fait une estimation. Donc aussi, c'est un outil, c'est une habitude très importante et un skill très important à prendre, c'est de faire des estimations. C'est carrément pas facile, c'est même voire très difficile, mais il faut vraiment prendre cette habitude, faire des estimations. Donc elle estime que dans son système, par rapport à son marché, elle est dans un marché high-tech sur une niche, ok, son client il va atteindre son objectif en 2 ans. C'est-à-dire qu'elle va prendre le client,
qui va aller d'un point A à un point B, et puis elle va l'accompagner, elle devrait pouvoir l'accompagner du point A au point B en 2 ans. Donc, au bout d'un moment, le client il va ressortir de son système. Donc, elle a une estimation moyenne, un client va rester 2 ans dans son système. Ça veut dire qu'un client, sa valeur sur une année, c'est 600 francs, et sur 2 ans, c'est 1200 francs. Ça nous permet de savoir le churn rate, le taux de perte du client. Donc, combien de clients vont partir de notre système par année? C'est 800 personnes. Hein. Donc, c'est donc 1 million divisé par 1200. Et c'est ce qu'elle devra faire chaque année. Donc, elle va perdre 800 clients, elle devra réacquérir. Une fois atteint le niveau 1600 clients dans son système, il faudrait que chaque année, il faudrait qu'elle refasse de nouveau 800 clients. Donc, ça nous donne une idée déjà de ce qu'il faudra faire, quoi. Est-ce que déjà, cet objectif nous semble cohérent à Marie, quoi? Est-ce qu'elle pense être capable de faire ça? Est-ce que ça lui semble réaliste? Donc là, elle peut faire un premier check avec la réalité. Et le cas échéant, si nécessaire, elle peut revoir son objectif de revenu, parce qu'elle a plus d'infos, donc elle a plus de billes, elle connaît mieux le problème. C'est la chose la plus simple, hein, c'est peut-être pas la première chose à faire. Ou elle peut augmenter la valeur du client, c'est-à-dire son temps de vie dans le système. C'est-à-dire que le client, au lieu de rester 2 ans, elle peut développer des produits consécutifs et finalement, elle ne va pas rester 2 ans, mais 3 ans peut-être. Donc le revenu, la valeur du client l'augmente, et le revenu mensuel aussi, on peut l'augmenter. C'est-à-dire que le produit, le pricing, il n'est pas de 50 francs par mois, mais il est de 100 ou peut-être de 200 francs. Donc j'augmente la valeur du client. Peut-être je vais avoir moins de clients, mais voilà, ça justement, c'est des expérimentations, des tests à faire dans le développement de son produit, ou dans le test de son business model. Alors, vous voyez, ça ne prend même pas 10 lignes hein, dans un Excel. Donc voilà, toutes les personnes qui m'ont répondu là, donc Matt, Ripoli, Félicien, Stéphano, Connie, Géraldine, je vous invite à faire cet exercice, quoi. Et je vous enverrai l'Excel. Je vous dirai comment me contacter, et je vous enverrai l'Excel, celui-ci, puis d'autres Excel, d'autres documents, d'autres Canva que j'ai partagés dans ce document. Faites-le, quoi. Donc là, vous tapez juste, ce que vous avez à faire dans ce document, évidemment, c'est taper votre objectif, votre pricing. Ça vous donnera votre pricing par an, le nombre de clients nécessaires, et puis pour le lifetime value, il faudra juste mettre l'année. Combien de mois va rester votre utilisateur dans votre système. Faites-le tout à l'heure. OK, maintenant, je vais vous introduire un autre outil, et c'est l'outil principal, c'est le modèle qui va vous servir d'échanger avec votre investisseur. C'est le modèle principal, c'est le dashboard, on va appeler ça le dashboard d'innovation, d'accord? Donc les experts en innovation disent que votre projet innovant va passer par ces 3 étapes que vous voyez à l'écran. Les experts disent également que en fait, pour passer d'une étape à une autre, une start-up qui a une croissance intéressante devrait faire entre 5 et 7% de croissance par semaine, ce qui représente une croissance de 10 fois par année. Alors, juste, j'ai oublié peut-être de mentionner quelque chose parce que je me suis emballé avec l'Excel, c'est que là, on est en train de discuter des 3 premières années. Hein, donc, c'est comment est-ce que vous atteignez les 1600 clients. Donc là, on parle du point d'interrogation sur le slide. Et on en est là. Donc, comment partir de 0 à 1600 clients. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va faire dans le chemin inverse. C'est-à-dire que, OK, mon objectif, c'est 1600 clients. Je sais qu'il faut que j'ai une croissance de x10. Je peux prétendre à une croissance de x10 parce que je suis une entreprise, je suis une start-up innovante, je suis un projet innovant, donc je peux partir de ce principe-là. Et je vais donc en sens inverse. Donc je divise par 10, ça fait 160 clients pour atteindre le product market fit que je ne vais pas lire parce qu'il est décrit sur le slide. Et ça fait 16 clients pour valider mon problème. Donc là, c'est le fameux étape que Marie a déjà fait, que vous pouvez trouver plus d'informations, que je ne vais pas détailler maintenant dans le document que je partage sur mon blog. OK. Donc nous, on a vu que Marie, elle a déjà fait le Problem Solution Fit, elle sait faire ça, elle l'a déjà fait. Donc là, elle est plutôt dans une étape de Product Market Fit. Enfin, elle l'était, pardon. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est vraiment ça qui est important dans ce modèle,
c'est que vous arrivez à partir d'un objectif de 1 million par an d'ici 3 ans, à 1600 clients par année, à maintenant 160 clients l'année prochaine, parce que Marie, elle est là au mois 12, hein, l'année prochaine. Et vous pouvez descendre encore plus bas, c'est-à-dire que 160 clients par an, par semaine, ça représente quoi? Vous divisez par 52, ça fait 3 clients par semaine. Donc la semaine prochaine, Marie, tu dois avoir 3 clients par semaine. Et si tu ne les as pas, tu as un problème. Alors je ne sais pas vite si tu as affiné ton objectif, Connie, mais je t'invite à faire l'exercice et tu verras combien d'étudiants il faut que tu touches la semaine prochaine. Et c'est ça qu'on voit, c'est qu'on arrive à descendre un niveau de possibilité d'action. C'est-à-dire que là, on peut agir, quoi. Je peux agir sur la semaine prochaine. Je peux faire ce que je veux d'ici la semaine prochaine pour essayer d'augmenter cette acquisition ou ce client. OK? Alors, j'ai utilisé 2 mots. Hein. J'ai dit acquisition client, puis on va développer cet élément-là. OK, très bien. Alors, bon, déjà, une petite parenthèse. OK, très bien, c'est très joli sur le papier, mais c'est pas concret, quoi. C'est de la théorie pour l'instant, OK? Mais si ça ne marche pas sur le papier, ça ne marchera pas sur le terrain, quoi, non plus. Donc, c'est une étape qui est essentielle avant de vous lancer dans l'action à tête perdue. Mais 3 clients par semaine, ça ne veut pas forcément dire quelque chose à tout le monde. Okay? Peut-être que Marie, ça peut lui parler, ou peut-être pas. Peut-être qu'elle n'est pas dans une phase déjà où elle a un produit. Ça va? Il y a un souci? OK. Elle n'est pas dans une étape où elle a un produit et puis elle peut avoir des clients, peut-être dans une phase d'acquisition actuellement, d'acquisition de prospects. Donc, ce modèle-là, l'usine à clients, cette fois on rentre dans la boîte noire, hein, donc la boîte noire qui est au centre, on l'ouvre, et puis on peut la développer de cette manière-là. Donc, on dit, OK, bon, on a vu, hein, en entrée, on a des visiteurs, et puis on doit les acquérir. Donc, il y a une première phase qui est une phase d'acquisition. Par exemple, dans le cas de Marie, ça peut être un freeware, peut-être, qu'elle met, un freemium qu'elle met sur une application web, puis avec un freemium où les gens peuvent s'inscrire. Donc, ça peut représenter un nombre d'enregistrements par semaine. Ça peut être, ensuite, il y a l'activation, donc ça peut être une action spécifique dans le produit de Marie. Et finalement, ça amène au revenu. Okay, donc, les clients qu'on a acquis, donc les 300 personnes, on les active 30 personnes, puis finalement, on arrive sur ces 30 personnes à générer une vente. Okay, donc là, on peut découper cet objectif de cette manière-là, puis de se dire, voilà, mon objectif, ce n'est pas 3 clients par semaine, mais c'est 300 enregistrements par semaine. Encore une fois, c'est juste pour nous donner plus de moyens, mieux comprendre la question, mieux comprendre le problème, et de vous donner les moyens de pouvoir agir, mais aussi, effectivement, de pouvoir l'expliquer à votre investisseur. Donc peut-être qu'elle a déjà des chiffres, Marie, dans son document à mettre, ou sinon, il faut qu'elle fasse une première estimation, puis finalement, après, elle peut se lancer dans l'exercice. Maintenant, on va voir comment rattacher ça à votre produit, à votre système. Parce que c'est bien d'avoir des chiffres. Maintenant, comment est-ce que vous récoltez ces chiffres? Il faudra mettre en place des éléments de mesure pour pouvoir mesurer plusieurs éléments de mesure pour pouvoir mesurer des acquisitions, des activations, des rétentions et des revenus. Et ces indicateurs, ces points de mesure vont changer au fur et à mesure de l'avancement de votre projet. Et là, vous allez avoir votre objectif quelque part, ce que vous devez avoir. Et à droite, ou à votre gauche, je ne sais pas, enfin l'Excel, vous allez avoir ce que vous devez faire la semaine prochaine. Donc là, les nombres correspondent à une semaine. Et vous allez voir, par exemple, là, tout de suite sur le graphique, vous voyez, tiens, j'ai un problème sur l'activation, donc c'est là-dessus qu'il faut que je travaille. L'acquisition, je suis plutôt pas mal. Mais en fait, sur le schéma, sur le Customer Factory Blueprint que vous voyez à l'écran, vous allez commencer par ce qui est le plus à gauche de l'écran, donc le plus proche des visiteurs. Et ça va vous permettre de savoir quand est-ce qu'il faut pivoter, quand est-ce qu'il faut arrêter votre idée et partir sur autre chose, et quand est-ce qu'il faut persévérer dans votre idée. Ça, c'est pour vous, hein, c'est pour votre équipe, c'est pour l'équipe interne. Avec votre investisseur, le modèle sur lequel vous allez discuter, c'est celui-ci. Vous n'allez pas rentrer dans un détail plus bas, mais en tout cas, ça va vous donner la confiance en vous, les éléments factuels qui vont vous permettre de justifier l'avancement de votre produit et d'être
crédible en face de votre investisseur. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt ça. Donc, on en est où là? Et puis voilà, lui expliquer où on en est, pourquoi c'est comme ça, la courbe en S, on est à ce niveau-là, etc. Donc, c'est juste, encore une fois, c'est des outils pour vous aider à avoir des éléments, parce qu'on sait que dans la négociation, dans l'explication, ce qui est important, c'est de récolter les faits, quoi. Donc, ok, donc qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Ah tiens, une personne que je connais. Sur notre présentation, votre slide est sur la droite. Merci. Tiziana. Matt, prendre le marché de l'e-commerce. Ok, c'était la question précédente. Ok, donc jusqu'à présent, on a vu, on a développé la question. Ok, on a vu qu'il existait des approches entrepreneuriales innovantes d'hier qui demandent des nouvelles compétences à développer. Pour savoir quand est-ce qu'il faut persévérer, pivoter ou arrêter un produit et partir sur autre chose. Dans cette présentation, j'ai partagé avec vous comment définir un objectif dans cette méthodologie, dans cette approche. Je vous ai donné un dashboard innovation pour pouvoir suivre votre projet, mais également de pouvoir communiquer avec votre investisseur. Je vous ai donné un outil, puis je vous donne volontiers l'Excel si vous me le demandez, puis je vous dirai comment faire. Pour pouvoir suivre l'avancement de votre produit, qu'il soit digital ou pas. Et ça, c'est une phrase que j'aime bien, puis c'est tellement vrai, c'est que, voilà, vous avez compris, c'est que vous n'avez pas forcément besoin, même si vous n'avez pas besoin d'investisseur, vous êtes votre propre investisseur, c'est votre temps, quoi. Donc, vous avez besoin de savoir comment est-ce que vous l'investissez, si ce n'est pas la chose qui est la plus précieuse au monde. Alors, avant de commencer la session de questions-réponses, je vais vous demander quelque chose. C'est d'aller sur... Enfin, je vais vous demander quelque chose si vous avez apprécié cette présentation. Donc, si vous n'avez pas aimé, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous avez aimé, si vous avez retenu de la valeur de cette présentation, je vais vous demander d'aller sur mon blog. Vous devez voir le lien maintenant en bas du chat, normalement. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît. Donc, il y a le module de questions qui a dû changer maintenant. Et puis, vous devez avoir un lien direct pour aller sur le blog. Et je vais vous demander de cliquer sur un des 3 boutons que vous voyez partager à droite ou à gauche de l'écran selon comment ça se présente chez vous, soit sur Facebook, soit sur Twitter, soit sur LinkedIn, et de mettre un message type merci, ou quelque chose du genre, ou pas merci, même taguer. Et comme ça, je vous enverrai, je vous dirai les instructions pour pouvoir avoir le slide deck de cette présentation et les différents documents que j'ai mentionnés dans cette présentation. Alors, j'ai encore une slide, mais avant ça, on peut faire la session de questions-réponses. Connie, est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble ou... Ok, alors Nico, j'ai une première question, c'est Nico, aux États-Unis, les start-upers ont l'air de survendre leurs projets. Est-ce un bon exemple? Survendre leur projet, alors c'est un peu l'exemple de Bob qui... après, je sais pas, alors, effectivement, l'exemple de Bob, il est un peu différent parce que Bob, il n'atteint pas ses clients et il ne fait pas suffisamment de ventes. Et, il fait pas suffisamment de ventes et finalement, il va, pour cacher tout ça, il va essayer de gonfler son estimation pour avoir un peu plus de budget et pouvoir avancer, croire pouvoir avancer sur son produit. Après, dans l'approche Lean Startup, justement, le principe, c'est justement de commencer le plus petit possible, en fait. Et l'idée, c'est de ne pas demander d'argent, quoi. Tant qu'on ne peut pas, on ne demande pas d'argent, en fait. Et on essaie d'avancer de cette manière-là, et puis de faire grandir son produit de cette manière, en contact serré avec son marché. Parce que des investissements, que ce soit en start-up ou en entreprise, ça demande aussi des objectifs élevés. Après, il faut pouvoir montrer les résultats, quoi.
Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Après, si vous voulez, on peut toujours discuter. N'hésitez pas à me contacter via la page à propos de mon blog. Et puis d'ailleurs, si vous vous inscrivez sur mon blog, toutes les semaines, vous recevrez un email de ma part avec les nouveaux articles, nouvelles vidéos, nouvelles interviews, nouveaux podcasts. Et puis vous pouvez juste faire un reply to ce mail pour pouvoir échanger. J'aurais peut-être une question aussi. Si on voudrait aller plus loin, un livre, quelque chose, un conseil, qu'est-ce qu'on pourrait lire à ce sujet? Où est-ce qu'on pourrait trouver encore plus d'informations? Allez sur mon blog. Après, à part ça, je déconne pas. C'est un peu le guide que j'aurais voulu avoir quand j'ai démarré, quoi. Parce que, en fait, il y a des livres, hein, ok. Donc, il y a des livres qui existent. Hein, donc, le livre de Dash Maurya qui s'appelle Running Lean pour démarrer. Il y a le livre sur lequel je me suis basé beaucoup sur cette présentation. Le second livre d'Dash Maurya qui est sorti, je sais pas, il y a 1 an ou 2 ans, qui s'appelle Scaling Lean. Il y a Lean Startup pour comprendre les concepts de Lean Startup d'Eric Ries. Et puis, il y a toute une série, en fait, de livres. Que justement, ça fait partie du challenge. J'ai décidé de résumer les 16 livres de la série Lean Startup que je résume toutes les 3 semaines sur mon blog. Donc voilà, il y a l'information à avoir, mais il y a aussi le fait de passer à l'action, quoi. Donc, et de passer à l'action, c'est une étape qui dépend de la personne qui va passer à l'action, quoi. Donc c'est bien, on peut lire tous les livres qu'on veut, on peut écouter tous les webinaires qu'on veut à la semaine de l'entrepreneuriat, mais tant qu'on ne passe pas à l'action, on ne va pas avancer, quoi. Et puis dans mon blog, peut-être que vous avez reconnu, t'as reconnu, j'ai quand même un mode de passer à l'action. Ben voilà, dans mes articles, dans ce que je partage, j'incite les gens et j'accompagne les gens de passer à l'action. On a reçu une autre question. La phrase clé est avoir un objectif précis. Comment s'aider dans ce sens? Se aider dans ce sens. Ouais, un objectif précis. Alors, si la personne, elle est là forcément. Donc, alors, il y a plusieurs étapes où je demande de faire une estimation. Donc, il y a l'objectif du pricing, il y a l'objectif de qu'est-ce que je veux atteindre d'ici 3 ans. Mais la personne, est-ce qu'elle a quelque chose de précis, en fait? Son blocage, il vient d'un endroit précis? Si elle peut répondre dans le chat, si elle peut voilà. compléter sa question. Parce que voilà, ça dépend. Si c'est vraiment l'objectif principal, donc l'objectif, combien est-ce que je vais avoir d'ici 3 ans, l'objectif, c'est une ordre d'idée, quoi. C'est une ordre de grandeur, quoi. Est-ce que c'est 200 000, 300 000, 250 000, 1 million, 10 millions, 100 millions, c'est quoi? Donc c'est vraiment une ordre de grandeur pour pouvoir avancer dans ce que j'ai présenté. Donc dans les combien de clients actifs il me faut, combien de clients il va me falloir par année, et puis finalement de se lancer, quoi, et puis de voir concrètement sur le marché si j'y arrive ou pas. Et si j'y arrive pas, il faut que je revoie mes chiffres, quoi. Donc mon objectif, mon pricing, ou le temps que j'arrive à garder un client. Et ça, ce qui est trop cool, c'est qu'avec ça, moi j'ai trouvé ça génial quand j'ai lu ce bouquin, justement Scaling Lean Dash Maurya, c'est de savoir que toutes les semaines, je peux savoir où j'en suis, quoi, et décider ce que je fais demain, quoi. Top. Pour l'instant, pas d'autres questions? Très bien. Sinon, c'est maintenant ou jamais pour tous les gens qui nous suivent en ligne. S'il vous reste une question, maintenant. Sinon, s'il n'y a plus de questions, je vais présenter la dernière slide. Là, voilà, il y a Félicien qui a partagé le livre Lean Startup. Et voilà, c'est le livre d'Eric Ries, et qui est un excellent bouquin pour démarrer, pour comprendre les concepts. Et si vraiment vous démarrez dans cette approche, un livre qu'il faut lire absolument, si vous êtes passionné par la lecture, effectivement, c'est Running Lean Dash Maurya. Ce livre, je l'ai acheté, mais ça m'a pris peut-être 1 an, 2 ans avant de le lire et de l'appliquer, quoi. Donc, on va dire mon avantage, c'est aussi je suis dans une situation, je suis pas seulement dans une start-up, quoi. Donc, j'ai la possibilité de lire et d'étudier ces éléments-là, quoi. Donc, parce qu'effectivement, dans la situation dans une start-up, on est dans un mode survie, quoi. Puis on n'a pas forcément le temps de lire et de faire tout ce qu'on veut faire. Je sais parce que je suis également passé par là. Ok, donc s'il n'y a plus de questions, voilà, il y a Tiana qui a répondu par rapport à la question précédente, par rapport à l'objectif, je pense. Voilà, donc je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui est un art qui s'apprend. Et la chose à faire maintenant, c'est de passer à l'action, quoi. Donc,
écoutez plus ce webinaire, quoi, ou écoutez encore à la fin de cette semaine, mais passez à l'action, quoi. Et je connais un bon blog qui a un guide intéressant qui va vous aider d'aller dans ce chemin. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci encore, Connie, pour cette opportunité. C'était un plaisir. Vraiment, merci d'avoir ouvert cette semaine de l'entrepreneuriat ici à Genève. Merci d'être venu. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, on se retrouve à 11h, justement, si vous voulez passer à l'action, avec une session « Créer son entreprise » ici à Genève. Un petit overview sur tout ce qu'il faut savoir, les bonnes adresses et les bons réflexes à avoir. Voilà, à tout à l'heure.